Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui on parle de l'art oratoire, un outil pour convaincre. On va en parler avec l'auteur de ce livre, Votre parole vaut de l'or, 25 règles pour convaincre, sorti chez Plomb, et son auteur, Amélie Blancart, est avec nous. Elle est notre invitée, elle nous dira tout sur la prise de parole et l'éloquence. La pause café avec Caroline Ricross, on parlera des entreprises qui innovent pour garder mais aussi pour attirer les collaborateurs. On parlera de la pénurie de main-d'œuvre dans quelques instants avec Caroline. Le cercle RH, le rôle des DRH dans la transition écologique, c'est un sujet important et ils ont un rôle important à jouer. On fera le point avec des experts dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, l'engagement, les jobs étudiants, l'emploi, quelle perspective pour les jeunes en 2022. L'année 2021, vous vous en souvenez, a été difficile pour les étudiants. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui vous concerne tous et qui nous concerne tous. Parler en public, avec la question évidemment angoissante des peurs et puis de l'envie d'être le plus performant, le plus convaincant. On en parle avec Amélie Blancart. Bonjour Amélie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que vous avez une double actualité. Vous êtes d'abord la fondatrice et la CEO du bureau 121. Et puis vous sortez un livre justement qui est au cœur de ce sujet, Votre parole vaut de l'or, 25 règles pour convaincre, sorti chez Plomb. Je précise, c'est important quand même pour ceux qui nous regardent de savoir de quelle fenêtre, de quel endroit vous parlez. Vous avez été la plume, vous avez écrit des discours pour des personnalités du monde de l'économie, Carlos Ghosn, Serge Papin. Il fallait écrire, et puis ensuite il fallait évidemment donner vie à tout cela. Vous êtes agrégée normalienne et vous avez créé cette entreprise. D'abord, un petit mot avant de parler de votre livre. Bureau 121, c'est quoi? Ça veut dire quoi? En fait, Bureau 121, c'est déjà un nom qui réhabilite le bureau. J'adore l'histoire du mot bureau parce que le bureau, au départ, c'est un tissu, c'est la toile de bure. Et le tissu et le texte, c'est la même étymologie. Et c'est le tissu qu'on pose sur une table sur laquelle on écrit. Et ce tissu est devenu un meuble. Et ce meuble lui-même est devenu une pièce qui est devenue un ensemble de pièces où on travaille. Voilà, un immeuble. Donc, immeuble de bureau. Le bureau, pour moi, c'est un endroit où on se parle. 121. Et alors 121, en fait, en anglais, c'est one-to-one, c'est un face-à-face, parce que quand les Anglais demandent un coaching, ils demandent un 121, un one-to-one. D'où l'idée de bureau one-to-one ou bureau 121. Alors tournons-nous vers votre livre, Votre parole vaut de l'or. Alors vous démarrez le livre en expliquant que les écrits restent, les paroles s'envolent, mais vous dites attention, c'est pas si simple, parce qu'aujourd'hui, évidemment, dans le monde de l'entreprise notamment, dans le monde de la politique aussi, on est en permanence confronté à la prise de parole et à des mots qui sont auscultés, disséqués par Twitter, par les réseaux sociaux. D'abord, un premier mot qui est essentiel. Pourquoi vous avez choisi d'écrire un livre, vous qui aimez d'abord les mots et l'écrit, et vous allez nous donner des conseils sur les règles, les 25 règles pour être convaincant. Pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre ? Vous avez raison, ça aurait pu être finalement un podcast et l'un n'exclut pas l'autre. Ce sera sûrement la suite de l'aventure, mais déjà, je pense que mettre des mots sur les choses, ça passe par l'écrit. Par ailleurs, vous avez cité ce proverbe latin, les mots, enfin les écrits restent et les paroles s'envolent. Prévert jouait sur l'inverse, oui. Il disait que les écrits s'envolaient et que les paroles restaient. Donc oui, les paroles comptent. Et oui, il faut, je pense, parfois accoucher d'une pensée par écrit parce que, effectivement, ça rend les choses plus accessibles aussi. Et puis moi, j'aime l'objet livre. Je suis née avec les livres, j'ai une bibliothèque immense, donc l'objet livre me parle. L'éloquence, c'est quoi à travers vous, à travers les personnages que vous avez rencontrés, que vous avez accompagnés, et les dirigeants que vous accompagnez aujourd'hui? Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est éloquent? Parce que c'est toujours un peu subjectif, ça nous traverse. C'est quoi l'éloquence? Il y a plusieurs définitions possibles. Stricto sensu, c'est l'art de bien parler. Si j'allais plus loin, c'est l'art aujourd'hui d'intéresser quelqu'un et de toucher son émotion. Et la finalité de l'éloquence, pour moi, c'est l'action. C'est-à-dire qu'une parole n'a de sens que si elle a un contenu fort. Elle est aussi une affaire de forme, hein, on pourra y revenir, mais c'est surtout si elle se traduit en actes. Sinon, c'est une parole vide, et pour moi, c'est pas de l'éloquence, c'est du vent.
prolonger donc dans le réel et dans le concret. Exactement. Sinon, c'est quoi? C'est bullshit ou c'est du greenwashing ou c'est une forme de mensonge? On joue avec les mots, c'est du sophisme. Oui, c'est du sophisme. Alors, il peut y avoir de l'éloquence et de la manipulation, hein, ça existe, on en connaît beaucoup. Mais évidemment, la parole creuse, c'est une parole qui ne marque pas. Et il est facile de parler sans être entendu. Il est plus difficile de capter l'attention, surtout dans un monde de surinformation comme aujourd'hui. Alors, c'est un livre extrêmement érudit parce que vous partez de l'Antiquité, vous vous appuyez sur un nombre incalculable de philosophes, de références pour nous dire, mais vous voyez, tout part de là, il y a si longtemps, pour bâtir votre raisonnement. Puis à la fin de ce livre, à la fin de chaque chapitre, il y a des petits encadrés, comme on pourrait dire dans le journalisme, avec une citation et une seule, et puis vous donnez un dernier conseil qui permet au lecteur, une fois qu'il s'est nourri de votre livre, de se dire, bon ben voilà, là j'ai une citation et une seule, communiquer c'est choisir, dit le proverbe. C'est vrai, communiquer c'est choisir. Oui, communiquer c'est choisir. Alors pourquoi je l'ai écrit comme ça? C'est parce que d'abord je voulais un livre qui soit plaisant, qui soit à vos souhaits, qui soit divertissant. Je pense qu'il y a plein de façons d'aborder l'éloquence. Ça peut être très érudit et très théorique. Je voulais quelque chose de pratique qui en même temps soit nourri de culture. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a rien inventé. Comme beaucoup de sciences, qui est en l'occurrence la science de s'exprimer, ça remonte à l'Antiquité. Et ce qui est amusant, c'est l'histoire de l'éloquence, parce qu'on peut soit la dater de la naissance de la démocratie, qui permet donc à tout un chacun de s'exprimer, soit l'agora, on s'exprimait. Oui, absolument. Et en fait, on peut aussi remonter un peu plus tôt, au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'éloquence est née de l'absence d'avocats. C'est né très précisément à Syracuse, qui se situe en Italie et qui à l'époque était une colonie grecque. Et là, il n'y avait pas d'avocats. Et à un moment, des citoyens se sont fait voler leurs biens et pour se défendre, un certain Corax leur a donné les moyens de parler en leur disant « la parole, c'est le plus grand des pouvoirs ». Et on le voit aujourd'hui, aussi bien en politique que en économie, la parole, c'est un pouvoir extraordinaire. Sans basculer sur des personnages qui aujourd'hui occupent l'actualité, je pense à Zelensky qui occupe les réseaux sociaux, qui s'exprime face caméra en plan serré et qui nous regarde dans les yeux. Dans les dirigeants, peut-être ceux que vous accompagnez et ceux que vous observez, quels sont ceux dont vous diriez qu'ils sont éloquents? Parce que c'est vrai qu'on a des images. On a Steve Jobs qui est sur scène, habillé en jeans, très détendu. On a Xavier Niels qui avait fait cette espèce de grande conférence pour parler des chiffres de son entreprise, tout seul avec un casque micro. Vous les considérez comme des personnages éloquents? Oui, absolument. Ce sont des maîtres du show. Si on prend là Xavier Niels et si on prend Steve Jobs est particulièrement doué dans l'art de faire simple, dans l'art de la mise en scène, avec effectivement un look qui lui appartient. Très épuré, oui. Très épuré. Et aussi, la force de Steve Jobs, c'était la narration. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez connaissance de ce fameux discours à Stanford. 2005. Exactement. Incroyable. Extraordinaire. Et ce discours, il n'a pas pris une ride. Pourquoi? Parce qu'il nous raconte une histoire. Sa vie, d'ailleurs. Exactement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport à cette idée de l'éloquence d'un chef d'entreprise, c'est qu'il ose parler de lui et en même temps il est universel. Le conseil que vous donnez dans votre livre, Oui. il y a des conseils, il y en a 25, des règles précises pour convaincre, mais vous dites quelque chose que je trouve essentiel et qu'il faut entendre, c'est que parler à la télévision, parler sur une tribune politique, parler au plus grand nombre, ce n'est pas s'exprimer comme dans un dîner en ville ou au café. Ça demande une très grosse préparation. Oui. Expliquez-nous. Ça demande une très grosse préparation parce que vous l'avez dit, le public n'est pas le même. Le public, c'est l'alpha et l'oméga d'un discours réussi. La première question à se poser pour un discours, quel que soit le discours, que ce soit un discours d'assemblée générale, un discours d'enterrement, un discours comme une conversation avec vous, c'est à qui je parle. Quel est mon public? Évidemment. Et ça va déterminer votre angle et ça va déterminer votre façon de parler. Ça ne veut pas dire que nous sommes des girouettes qui nous transformons sans jamais avoir une personnalité. Non, ça veut dire simplement qu'il faut avoir ce que j'appelle l'intelligence de la situation. Donc la première clé, c'est évidemment de se préparer et c'est de se poser la question de qui est mon public. Et à partir de là, tout peut découler de cette question initiale. Mais sans cette question initiale, on n'a pas la réponse à mon avis. Juste ce paradoxe, et finalement à travers votre livre, vous le soulevez, parce que je leur dis, vous venez de l'écrit, vous venez du savoir, vous venez du livre, de l'étude, et vous nous parlez de l'oral. Oui. On a aujourd'hui des chefs d'entreprise, même des dirigeants finalement, qui ont fait souvent de brillantes études, mais qui sont dans des angoisses existentielles totales lorsqu'il est question de s'exprimer en public. Ça semble paradoxal? Ou pas d'ailleurs? Alors, eux qui viennent de l'écrit finalement. Ça semble paradoxal vu de l'extérieur. On a du mal à imaginer qu'un très grand chef d'entreprise, homme ou femme, qui est arrivé
à ce niveau de responsabilité puissent avoir peur. Moi, je crois au contraire que la peur est un bien universellement partagé. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec votre niveau d'études ni votre niveau de responsabilité. L'éloquence, c'est autre chose. C'est l'art d'oser. Et on peut être extrêmement capable à bien des égards sans pour autant être à l'aise avec le fait de parler en public. Se mettre à nu, ça n'est facile pour personne. Et ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit « je n'ai pas préparé » lorsqu'il réussit. C'est faux. Ça se travaille et les plus grands orateurs sont ceux qui travaillent. C'est ce que je montre dans le livre. Tout le monde travaille. De Gaulle travaillait énormément. Beaucoup. Il répétait sans cesse ses discours au point d'annuler des rendez-vous importants. Il apprenait par cœur. Il était mal à l'aise avec son physique. Il qualifiait lui-même de gothique. Donc on ne peut pas imaginer que quelqu'un d'une telle aura, d'un tel charisme ait eu peur et ait eu des doutes sur lui-même. Mais en réalité, si, évidemment. Chaque personnalité a ses gris-gris. Oui. Il y a quand même ce conseil de s'isoler, c'est-à-dire de pouvoir, avant de prendre la parole, j'allais presque dire sacraliser le moment, de se dire je prends la parole. Oui. Et il ne faut pas que je me disperse à serrer des mains, à perdre de l'énergie. Il faut que je puisse m'isoler. Est-ce que ça, vous le confirmez, je dirais, dans des conseils un peu pratiques? Est-ce que c'est essentiel? C'est essentiel. Vous avez complètement raison. C'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il faut passer par un sas pour pouvoir justement se rappeler dans sa tête le message essentiel qu'on va transmettre, être clair, ne pas perdre ses moyens. Donc on a besoin de ce temps-là. Ce temps-là, il peut durer 3 minutes, il peut durer une demi-heure, il peut durer une matinée entière. Peu importe ce temps-là, c'est vous qui êtes le maître d'orchestre, le chef d'orchestre. C'est vous qui savez combien de temps il vous faut. Et l'important, c'est de savoir comment on se prépare pour être bien dans sa peau. Vous avez dit bien dans son job, pour parler, il faut être bien dans sa peau et bien préparé. Vous allez, j'imagine, continuer à exprimer à travers les médias ce livre. Vous diriez quoi aujourd'hui aux décideurs qui nous regardent? Justement, je pense que ce sont les décideurs qui nous regardent, chefs d'entreprise, DRH. Oser prendre la parole, parce que là, on a évoqué le sujet, les choses sont réglées, on prend la parole. Mais il y a un grand débat chez beaucoup de femmes et d'hommes, c'est: est-ce que j'ai le droit de prendre la parole? Est-ce que j'ose le faire? Ça, c'est un sujet aussi très psy, finalement. Oui, bien sûr, c'est un vrai sujet. Alors, évidemment, je dirais aux chefs d'entreprise qui nous regardent et à tous les autres, oui, il faut oser. Il y a un des chapitres qui s'appelle « Ne soyez pas trop français, osez ». Je pense que... À l'américaine. À l'américaine. Oui, on prend la parole. Exactement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un maître du show comme l'était Steve Jobs en le plagiant. Chacun son style. Il faut se trouver. Il faut trouver sa voie. Et on n'est jamais bon quand on est un imitateur. En revanche, je crois qu'il faut s'inspirer des plus grands. Et c'est aussi le but de ce livre que de donner des conseils issus d'une réalité concrète, comme la préparation d'un Churchill. Donc de voir ce qui se passe dans les coulisses, en fait. C'est ça dont on parle. Donc oui, je dirais oser. Je dirais aussi parler à bon escient. Parce qu'il ne s'agit pas de parler à tort et à travers. Un chef d'entreprise doit avoir une parole qui est comment dire, choisi, millimétré, ouais. qui est millimétré. Ouais. Il vaut mieux moins parler et mieux parler. Et par ailleurs, c'est l'art de faire court. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est l'art de la synthèse, l'art de la clarté et l'art de rendre son propos accessible à tous. Et si je résume votre pensée peut-être, c'est aussi l'art de fendre l'armure à certains moments. Oui, il faut oser parler. De parler avec son cœur. Oui, il faut oser parler avec son cœur, comme le fait Steve Jobs, comme le fait un Stanislas Neufchâteau, qui est un ancien bègue et qui est l'auteur de cette réussite incroyable qui est Doctolib et qui ose dire « moi j'ai eu du mal ». Et je pense que ce genre de cas, d'exemple, nous donne envie de croire que c'est possible. Et là, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Donc ça se travaille, l'éloquence s'apprend. C'est important de le redire. Hein. Oui, parler en public, prendre la parole dans des moments importants, doit être impérativement préparé. Sinon, il y a quand même une zone de risque, quand même, il faut le reconnaître. Oui, de toute façon. De danger, en tout cas. De toute façon, nous vivons au quotidien l'imprévu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à coup, là, il peut y avoir une coupure d'électricité. Vous pouvez, à un moment, oublier une idée. Je peux éternuer. Vous pouvez éternuer, exactement. Et la question, c'est comment je m'adapte à cet imprévu et comment j'en fais quelque chose. Il arrive, par exemple, que dans vous savez, ces réunions qu'on voit de plus en plus, en réunions hybrides ou à distance, il y a un problème technique. Bah, évidemment, ça fait partie du quotidien. Donc, c'est comment je gère ça. Et pour être à l'aise, il faut préparer. En fait, on se prépare pour être bien, parce qu'ensuite, on va pouvoir soit improviser... Créer un espace dans lequel on sera bien. Exactement. Et ne pas être trop étriqué. Exactement. Et comme l'enjeu, c'est le dialogue, il faut absolument se préparer, puisqu'il faut être attentif au moment où on parle à l'autre.
C'est comme ça qu'on arrive à convaincre. Merci Émilie Blancard. On ne prononce pas le T. Non. On est d'accord ? Non, c'est un nom flamand et AERT se prononce A. Blancard, votre parole vaut de l'or. 25 règles pour convaincre chez Plon. Ruez-vous sur ce livre parce qu'il est à la fois très érudit et vous donnera aussi, au-delà de son érudition, des conseils extrêmement pratiques pour pouvoir peut-être surmonter vos appréhensions, vos peurs, parce qu'il est question de peur. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes à la tête du bureau 121. J'ai appris donc le one-to-one, le coaching face à face. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Tout de suite, c'est la pause café. Bah oui, on fait des pauses café dans les bureaux, évidemment. Et on accueille Caroline Ricross. La pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bah oui. Et ben c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Pause café aujourd'hui où vous nous parlez des entreprises qui innovent pour garder, mais aussi, comme dirait l'autre, et en même temps pour attirer des nouveaux salariés. Et oui, imaginez Arnaud, si vous aviez la possibilité de faire un break d'1 an, le tout rémunéré et sans perdre votre emploi. Là, dès maintenant là Dès maintenant. Bah je dis oui. Ce serait pas mal, hein ? Bah oui. Eh bien, c'est ce que propose depuis quelques semaines le groupe Orange France à ses salariés. Alors, le nom de ce congé, un peu particulier, ça s'appelle le congé de respiration. L'idée, en fait, c'est de faire une pause dans sa carrière pour revenir regonfler à bloc au boulot quelques mois après. Alors, vu comme ça, forcément, ça fait rêver, mais attention parce qu'il y a des règles. Hein. D'abord, il faut avoir au moins 10 ans d'ancienneté dans le groupe, donc excite les petits nouveaux. Ensuite, ce congé de respiration, il est limité dans le temps, de 3 mois à 12 maximum. Par ailleurs, le salarié touche encore sa rémunération, 70% de sa rémunération, mais ce n'est pas pour autant des vacances. Hein. Le salarié doit s'engager dans un projet de mécénat, un projet universitaire ou encore s'engager dans l'accompagnement de start-up ou encore de PME. L'occasion en fait d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mais tout en travaillant quand même. Alors selon le groupe de Télécom, le dispositif mis en place depuis décembre est une solution en fait pour remotiver ceux qui arrivent à un palier dans leur carrière. C'est vrai que quand on travaille depuis 10 ans dans la même entreprise, on a besoin peut-être d'être regonflé. Une 50aine de dossiers sont déjà à l'étude. Il y a 250 places à prendre la première année. À terme, ce sera quand même 1000 par an. Et puis, à noter que l'entreprise se défend de vouloir faire partir ainsi certains collaborateurs, mais au contraire de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences et puis aussi d'attirer peut-être de nouveaux talents. Ça, c'est quand même une idée intéressante, à condition d'avoir bien le dossier. Hein. C'est sur dossier, il faut quand même le préciser. Oui. Que ça soit une mauvaise idée, de plus en plus d'entreprises se demandent en ce moment comment justement retenir et attirer les meilleurs, parce que c'est ce qu'on appelle la guerre des talents. Et oui, ça, c'est un casse-tête. Bah, totalement. Et puis, la pandémie de Covid-19 est passée par là aussi, Arnaud. Elle a changé le rapport au travail de beaucoup de salariés et a donc forcément poussé certaines entreprises à prendre des initiatives originales pour maintenir leur engagement. Les entreprises n'ont pas forcément attendu la pandémie pour se soucier du bien-être des salariés, mais ces derniers, les salariés, sont quand même beaucoup plus exigeants depuis la crise sanitaire. Du coup, certaines entreprises innovent. Alors, par exemple, j'ai un peu cherché dans le Loiret, le groupe Bellier Haut et Bas, une menuiserie installée à Féologe, c'est bien, je pense bien Féologe. Je connais très bien Féologe. Offre depuis janvier 2021 un jour de repos par an à ses 54 salariés le jour de leur anniversaire. Génial. Ouais. Donc le jour de son anniversaire, on ne travaille pas. Mais si on est né un dimanche, enfin si ça tombe un dimanche, oui, ça marche pas. Je pense que je ne suis pas allée jusque-là. Ou un samedi, vous voyez, je pense qu'ils doivent décaler. Oui, c'est un piège. Je suis né un dimanche, chef. Autre mesure, l'éditeur de logiciel Adobe offre chaque mois un Global Day Off, un jour de congé mondial à l'ensemble de ses effectifs, dont ses 500 salariés en France. Le principe, en fait, c'est tous les salariés Adobe dans le monde ne travaillent pas le même jour et c'est en général un vendredi, ce qui est pas mal pour prendre un long week-end. Ça, c'était les exemples ici en France, mais à l'étranger, la situation est la même et les entreprises redoublent d'imagination. Alors, le plus impressionnant, c'est aux Pays-Bas. En fait, le pays manque de main-d'œuvre. Fin décembre de 2021, 387 000 postes étaient vacants, un record pour le pays. Conséquence, les entreprises tentent le tout pour attirer les salariés. Depuis décembre, par exemple, BoSelect, qui est l'une des plus grandes agences de placement du pays dans le BTP, offre à tous les jeunes diplômés un voyage autour du monde d'une valeur de 10 000 € quand même. Et la seule exigence, c'est que chaque recrue devra quand même s'engager, passer ce tour du monde, à travailler dans l'entreprise 2 ans minimum. Ça va, franchement. Un tour du monde et après on travaille 2 ans. C'est pas mal. Chez Rockstar. C'est mieux que chez Orange, là, dans cette proposition. Chez Rockstarité, une société de conseil en informatique propose que chaque salarié embauché reçoit une prime tout de suite dès l'embauche de 2 500 €.
en plus de négociations. Un peu comme le bonus qu'on a quand on rentre dans une banque et on vous dit je vous donne 80 € qu'on vous met sur le compte. Oui, 2500 là. 2500 €. Et l'entreprise propose aussi des services comme par exemple le repassage des chemises ou encore, pourquoi pas, le conseil en immobilier. Et elle va très très loin, cette boîte. Elle propose même d'organiser les rendez-vous galants de ses salariés. Vous n'avez pas le temps d'organiser votre rendez-vous avec votre femme. Eh bien, pas de problème, votre entreprise s'en occupe. Ça, c'est un thème de débat. Les DRH doivent-ils organiser des rendez-vous galants? C'est vrai que la pénurie de talent, Caroline, amène les entreprises à se dépasser, justement pour garder ses salariés. Et je leur dis pour en attirer de nouveaux aussi. Hein. Oui, c'est le cas dans les métiers de la tech. Alors, la pénurie de main-d'œuvre est telle dans les nouvelles technologies que les entreprises sont prêtes à sortir le chéquier simplement pour voir un candidat en entretien. Et les conditions d'embauche deviennent carrément délirantes, là, pour le coup, dans ce secteur-là. Alors, la Sûrtech allemande, attention, le nom, ça va être compliqué. Familienversicherung offre, par exemple, 500 € aux candidats pour un premier entretien. Vous venez au premier entretien, vous avez 500 €. On est payé pour un entretien d'embauche. 1000 € s'il passe la première sélection. Et pour une période d'essai complète de 6 mois, l'entreprise promet 5 000 €. C'est un jeu télé, quoi. Tout de suite, mais franchement, ça devient complètement fou. Une entreprise désespérée, et c'est loin d'être la seule à proposer donc des Golden Hellos, c'est-à-dire des bonus d'arrivée pour accueillir les nouveaux salariés. Dans ce secteur, la pénurie de talent oblige également les entreprises à aligner des salaires complètement mirobolants. Aux États-Unis, par exemple, le salaire médian des postes tech a progressé de 7% entre 2000 et 2021 pour atteindre 6 700 $ chaque mois en moyenne en début. Pour les développeurs, la hausse atteint les 21,3%. Et puis en France, les salaires des fonctions digitales auraient bondi également en 2021 de 10,6%. Outre le salaire, les entreprises de la tech proposent de plus en plus d'avantages sociaux pour attirer justement ces nouveaux talents ou garder ces salariés. Donc le télétravail déjà, c'est une condition sine qua non. Sinon, on n'embauche pas dans ce secteur-là. Et puis à côté de ça, il y a certaines boîtes qui proposent par exemple des congés parentaux bien plus longs ou même un congé d'1 semaine pour l'adoption d'un animal de compagnie. La marque employeur, évidemment, avec quand même des salaires qui ont flambé dans la tech. On termine, Caroline, avec ce petit florilège que vous nous avez concocté justement sur les avantages les plus fous que propose l'entreprise. Déjà, on a commencé très haut là. Oui. Il y a encore plus fou. Je vais vous faire un peu rêver quand même. Alors par exemple, un repas gastro sur mesure, et cela chaque midi, du lundi au vendredi. C'est ce que propose Asana, une entreprise créatrice d'un outil de gestion de tâches et d'événements qui est basé à San Francisco. Un chef concocte chaque jour les plats préférés des collaborateurs et en plus, il s'adapte à leur régime alimentaire. Cantine de luxe. Chez Deezer, c'est concerts privés au bureau. La plateforme française de musique, forcément, organise des concerts privés dans ses locaux et elle met aussi à la disposition de ses salariés un studio de musique. Alors, vous pouvez jouer du piano, vous pouvez jouer de la guitare, vous pouvez apprendre un instrument, ce qui est pas mal aussi. Autre petit avantage sympa, au Japon, la société japonaise Feiray Corporation, spécialisée dans la conception de sites web, verse une prime de 35 € à ses employés qui viennent travailler avec leur chat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet animal est un anti-stress grâce à son ronronnement. Donc voilà, 35 € de prime. C'est la ronron thérapie, ça. C'est ça. Et puis, allez, dernier avantage, franchement, moi, c'est mon préféré. Imaginez passer le week-end au bord d'un yacht, le tout sans payer. Alors ça, c'est ce que propose une entreprise qui s'appelle JM Family. Cet acteur américain de l'industrie automobile propose en fait à ses meilleurs employés quand même, alors c'est pas tout le monde. Sélectionné donc. Voilà, d'utiliser la flotte de yachts pour partir en week-end ou même pour partir une semaine. Bon, écoutez, on n'a plus qu'à aller soit chez JM Family ou dans l'entreprise hollandaise des Pays-Bas qui n'est pas inintéressante non plus. Et en troisième position, on mettra Orange, c'est pas mal. Encore qu'il faut un dossier bien ficelé chez Orange, parce que j'avais vu quelques articles sur le sujet. Oui, c'est pas le farniente et la chaise longue. Non. Merci Caroline de nous avoir fait rêver. Bon, malheureusement, on n'est pas dans la tech, nous. Donc, et oui, évidemment. On fait une courte pause et on s'intéresse au DRH, focus sur ces DRH, avec un rapport qui est sorti justement sur le rôle de ces DRH dans la transition écologique. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de missions. Ils doivent insister un peu plus encore pour accompagner cette transition écologique. On en parle avec mes invités juste après la pause.
On parle aujourd'hui des DRH. Alors les DRH, on en parle quasiment tous les jours sur ce plateau, sur leur mission, leurs fonctions, les outils qu'ils utilisent évidemment pour recruter. Mais là, on va s'intéresser au rôle des DRH dans cette transition écologique. Alors ça veut tout dire, ça veut rien dire. Quelle est leur mission exacte? Comment ils doivent faire concrètement pour mettre en mots des choses qui sont parfois un peu philosophiques, qui semblent un peu impalpables. On en parle avec mes invités, à l'occasion d'ailleurs de la sortie d'un livre blanc. À ma gauche, Antoine Poincaré, merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de la Climate School d'AXA. En un mot, la Climate School, quel est l'esprit de cette institution? L'idée, c'est que c'est une offre de formation à destination des très grandes boîtes pour réussir la transition durable. Et pour ça, on pense qu'il faut former l'ensemble des collaborateurs. Et donc, les DRH, évidemment. Isabelle Bastide, merci d'être là, présidente de Page Group. Alors, Page Group vient assez régulièrement sur notre plateau et vous êtes l'un des piliers de ce livre blanc. Page Group, engagé, investi sur cette question de la transition, voudrait que les choses deviennent un peu plus concrètes? Exactement, engagés et puis proches des DRH, donc forcément au cœur de leurs préoccupations. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité collaborer ensemble sur ce projet. Alexandre Stourbe, merci d'être là. Vous êtes directeur général du Lab RH. Vous le définissez comment? Comme un centre d'innovation, un centre de réflexion? Ouais, on n'aime pas trop le mot think tank, on pourrait dire un think tank, mais on est une association qui promeut l'innovation RH en France et on fédère à la fois des grandes entreprises et des startups de la HR Tech. Je voulais juste d'abord qu'on situe ce livre blanc parce qu'il arrive à un moment où effectivement, dans un contexte de crise internationale et de guerre en Ukraine, où l'air de rien, on parle quand même beaucoup moins de transition écologique et de climat et de tous ces sujets, pour le dire cash. Ça vous est venu comment, cette idée d'un livre blanc, de vous réunir et de vous dire c'est plus possible, il faut qu'on agisse? Qui a pris l'initiative? Alors ça part de chez nous, parce que donc nous, Climate School, l'idée c'est d'équiper l'ensemble des collaborateurs sur des armes, des compétences pour mieux comprendre la transition. Et nous-mêmes, on ne savait pas bien par quel bout prendre le problème, si je suis tout à fait honnête, et on a décidé d'avoir une lecture par métier. En disant, on va essayer d'expliquer l'impact de la transition durable sur mon métier d'informaticien, sur mon métier de financier, sur mon métier de juriste, sur mon métier de responsable de supply chain. Tout d'un coup, j'ai des vraies questions en ce moment sur l'approvisionnement énergétique à cause notamment de la crise en Ukraine. Donc tout ça se répond en réalité. Donc on fait ça par métier. Et puis, un peu avant Noël, on a décidé de se frotter au métier des RH. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est celui qui a les impacts le plus divers. Le bateau prend l'eau de tous les côtés. Pourquoi il prend l'eau? Excusez-moi. Mais il prend l'eau parce que si je suis DRH d'une grande boîte aujourd'hui, j'ai à la fois... Vous faites sourire vos co-auteurs de ce livre blanc. À la fois, j'ai des... Non, ce qui est intéressant, c'est vraiment... Vous êtes cash. La diversité des enjeux. Je suis DRH d'une grande boîte aujourd'hui. J'ai un vrai sujet d'attraction des talents, depuis plusieurs années notamment versus les startups, mais qui joue en ce moment. J'ai aussi les collaborateurs que j'ai dans ma boîte, très engagés, qui, si je traite bien le sujet, vont être des catalyseurs de ma transfo. Si je le traite mal, vont être des aiguillons un peu pushy. Et qui peuvent dire du mal de ma boîte et qui demain sont peut-être les victimes de la fameuse grande démission. J'ai un département RH qui est très demandeur en termes d'emploi, de personnes qui travaillent, et donc il y a une empreinte carbone. Celle-là aussi, il faut la mesurer. Et puis c'est moi qu'on vient voir en disant, mais dis-moi, mes comptables, là, ils sont comptables carbone demain, dans 10 ans Et donc, en fait, j'ai tout à gérer. Et les piles de photocopie derrière, il n'y a pas moyen de passer... Exactement. De commencer à numériser nos documents. Tous ces sujets-là, évidemment, c'est des sujets très transversaux. On parlera des fiches de poste, mais ce sera un peu plus tard. Mais l'idée, quand même, que pour attirer des collaborateurs et des jeunes collaborateurs, il faut aussi avoir dans la fiche de poste des éléments attractifs. Quelques chiffres, quand même, sur les RH, on va les découvrir. 87% des décisionnaires, c'est-à-dire les RH sont quand même assez sensibilisés à ces questions, quand même. 87% d'entre eux déclarent que les entreprises ont une responsabilité importante dans l'élaboration d'un monde plus juste et responsable. Et 90% des RH estiment qu'ils seront à l'avenir amenés à inclure plus d'actions RSE dans leur pratique RH. Isabelle et Alexandre, si je comprends bien, en tout cas le deuxième chiffre, ils nous disent là, les DRH, bon, on en a bien conscience, c'est un sujet qui nous préoccupe comme citoyens, mais 90% disent, bon, globalement, on va s'y mettre pour plus tard. Parce qu'ils le savent, parce qu'ils savent... Non, mais vous voyez, on n'y est pas encore. Oui. Mais ils savent très bien, le DRH sait très bien qu'il est au cœur de toutes les transformations. Et la transition écologique, ça passe déjà par une transition sociale. La responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, la RSE. Exactement. Mais sauf que, excusez-moi, je ne veux pas insister, mais ils sont au carrefour, mais les DRH, eux aussi, ne savent pas comment la prendre, cette RSE. La RSE, c'est souvent un peu le truc dans un bureau. Tiens, va voir le type qui s'occupe de la RSE, peut-être qu'il pourra t'aider. Enfin, elle n'est pas centrale, la RSE, aujourd'hui. Ou peu. Mais pour reprendre ce qu'a dit Antoine tout à l'heure, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que ça fait longtemps qu'on attend cette 4e révolution industrielle. On pensait qu'elle allait arriver par je ne sais pas trop quoi. Et finalement, il y a attendez, il y a quand même une crise sanitaire avant. Ça a accéléré cette révolution industrielle, en tout cas le futur du travail, du monde du travail. Donc les RH ont été vraiment sous les spots
à tous les niveaux. Et comme l'a dit Isabelle... En première ligne pendant la crise Covid. Totalement en première ligne. Et surtout, hyper impliqué dans la transformation des organisations. Ça a été un élément central. Et aujourd'hui, en effet, on arrive sur ces sujets de transition écologique. Et j'insiste sur le mot transition, parce que parfois on parle de transformation, etc. Mais on parle vraiment, là, c'est de la transition. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller. Transformation, on sait l'état final vers lequel on va. Oui, c'est vrai. Et donc là, les RH sont totalement impliqués. Pas nécessairement que sur des problématiques personnelles de prise de conscience d'écologie, mais comme l'a dit Antoine aussi, il y a une problématique de guerre des talents. Et donc il va falloir s'adapter à ça. Et entre autres, le sujet de la RSE. Alors moi, je dis responsabilité sociale des entreprises. En fait, pour moi, j'aurais bien aimé que le E soit le E d'écologie, en fait, responsabilité sociétale et environnementale. Et environnementale. Ah oui. Ou alors, il faut rajouter un E, comme on avait fait pour le Conseil économique et social et environnemental. On avait rajouté le E, vous vous rappelez ? On pourrait faire ça. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Dans ce que vous me dites, et je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, puisqu'il y a un chiffre qui m'a un peu heurté, j'allais dire 24 millions de créations d'emplois liées à la transition écologique dans le monde d'ici 2030. En un mot, il y a presque des métiers qu'on ne connaît pas encore, mais qui seront liés à cette transition. Si j'entends bien ce que vous me dites, la révolution ou la transition se fera par la base, un peu comme la transformation de notre manière de manger s'est faite par le consommateur qui s'est mis à acheter du bio. Et les entreprises, de fait, ont dû accélérer leur transformation parce qu'elles se sont dit, il y a un marché. Est-ce que ça vient des salariés, de ceux qui poussent la porte des entreprises, qui disent, allez, moi, je ne rentre pas chez vous, si, Antoine, si vous ne faites pas un petit effort ? Alors, ça vient des salariés, ça vient aussi de la régulation. C'est la grosse différence. En gros, on aime beaucoup dire que la transfo green aujourd'hui ressemble à la transfo digitale d'il y a 10 ans. C'est vrai, la différence, c'est que là, il y a aussi... Il y a des lois, la loi Pacte, entre autres. Et ça pousse, et il faut de plus en plus faire du reporting. Donc c'est là qu'il y a un effet un peu convergent entre les deux. Non, mais on voit en effet les deux. C'est-à-dire qu'il y a les deux univers, les grands groupes qui ont aussi ces contraintes, on l'a dit tout à l'heure, d'objectifs de développement durable. Alors ça, les contraintes, il faut le rappeler, il y a des lois précises, avec des documents qu'il faut compiler, les DRH doivent faire des comptes rendus, égalité homme-femme et plein d'autres sujets qui s'épaississent d'année en année. Exactement. Voilà. Dans les grands groupes cotés, il y a ces obligations, et aujourd'hui, ces entreprises ne peuvent plus du tout dissocier économie et environnement, c'est plus possible. C'est plus le monde d'avant où on segmentait les RH et la RSE, c'est plus du tout possible. Donc il y a tous ces grands groupes et puis il y a toutes les autres. Les ETI, les PME qui sont confrontés à cette guerre des talents. Donc comment faire face, au-delà de leur propre activité économique, comment faire face à cette guerre des talents pour pouvoir faire monter ses collaborateurs en compétences, pour pouvoir attirer, pour pouvoir retenir. Et moi, je dirais, parce qu'on faisait le parallèle tout à l'heure avec les égalités hommes-femmes, c'est vrai que... Qui est un des critères RSE, qui est un des critères, et c'est vrai que les quotas, quoi qu'on en dise, ont permis plus... Copé-Zimmermann, Rixin pour les conseils d'administration. Donc les quotas, la contrainte... Tout ça a permis quand même plus d'égalité hommes-femmes. Et quand même une poussée des salariés ou de la génération Z, pour simplifier, qui disent, attendez, moi je ne rentre pas dans votre boîte si il n'y a pas le télétravail, si vous ne mettez pas, je sais pas, du recyclage. Ça joue quand même ça. Ça joue. Et sur la partie environnementale, je dirais que c'est plus simple. Ça paraît plus complexe, mais c'est plus simple. Parce qu'on le voit aujourd'hui, d'un point de vue citoyen, que ce soit la jeune ou moins jeune génération, tout le monde se sent engagé et responsable. L'urgence climatique, elle est réelle. Mais excusez-moi, là on parle de grands groupes, parce que c'est vrai que les grands groupes sont souvent bien lotis, ils ont des services très structurés, il y a des gens vraiment qui travaillent sur ces sujets et qui font avancer les choses. Les petites entreprises, c'est plus compliqué, puis il y a aussi les secteurs. Enfin, là on parle de secteur du tertiaire, des entreprises, j'allais dire, col blanc, mais des entreprises industrielles qui, par essence, par la nature même de leurs activités, produisent, créent de la pollution ou génèrent de la pollution. C'est très compliqué pour elles, ça. Le débat qu'on a là. Le DRH dit moi je suis prêt à avancer, mais on a une activité polluante. Oui, et parfois il n'y a pas de DRH en plus. C'est le directeur général de l'entreprise ou le fondateur. Mais ça vient justement de lui qui va insuffler une vision auprès de ses collaborateurs, qui va être animé. Moi j'ai des exemples de PME qui vont travailler sur le négoce de la mer, par exemple. À un moment donné, je fais du négoce de la mer. Je vais m'intéresser aussi à la pollution des océans. On peut trouver des liens assez faciles. C'est-à-dire qu'il y a le moteur des bateaux, pour le dire, le diesel, la pollution des mers. Par exemple. Mais donc du coup, je vais avoir des actions. Sauver les poissons. Le principal truc, c'est ça. Évidemment, ils polluent, mais ils n'arrêtent pas de polluer juste pour faire plaisir. C'est qu'à un moment, ils voient bien qu'ils ont un impact sur leur rendement. Alors, quelques chiffres encore, parce que ça, c'est toujours tiré des travaux que vous avez réalisés, de ce livre blanc dont vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez ensuite le prolonger
ce livre blanc? Parce que, juste, je ne vais pas poser la question qui paraît évidente, mais vous l'avez distribué, il va être destiné à l'ensemble des DRH de France, ce livre blanc. Il faut qu'ils le lisent, les DRH. DRH ou plus, ou dirigeants. La transformation d'une organisation, on l'a dit, ça passe peut-être par les strates supérieures, mais aussi par en dessous. Donc c'est pour les DRH, les dirigeants, les managers, les collaborateurs, les entreprises. Ce chiffre, 91%, enfin plusieurs chiffres, mais notamment celui-ci, 91% des salariés pensent que la transition écologique devrait être, encore une fois, mettons le temps du verbe, devrait être une préoccupation prioritaire ou importante pour les entreprises françaises. Est-ce qu'à travers, c'est une forme de sondage, on doit lire, Antoine, que devrait être, quand un salarié dit cela, ça veut dire que l'entreprise de laquelle il parle n'est pas en règle. Évidemment qu'on doit dire ça. On est d'accord. Les collaborateurs de n'importe quelle boîte se posent les questions, mais à la fois de leurs actions individuelles et de l'impact de leur boîte sur l'environnement. Et tout le monde a bien conscience qu'on est au tout début d'un chemin. C'est aussi idiot de dire ma boîte a fait sa transition aujourd'hui que de dire d'une boîte en 2010, ma boîte est super digitale, il n'y a pas de problème, on est déjà là où il faut être. On est au tout début de la vague. Tout début de la vague. Ce qu'il y a de marrant dans ces chiffres, parce qu'ils sont toujours durs à lire, des gens qui déclarent qu'ils ne prendraient pas un boulot si... Oui, c'est dit aussi. Ce qu'il y a de marrant, c'est pas tant le chiffre que la variation. Ce qu'on constate, c'est que vous posez la même question à quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui, à quelqu'un qui a 50, à quelqu'un qui a 70, vous avez des écarts de l'ordre de 20 points. Le fameux 68% des gens qui disent « je refuserai de prendre un métier ». 64 des millennials disent être prêts à refuser un emploi si les valeurs RSE de l'employeur ne sont pas assez fortes. Et ben le même chiffre chez les quinquagénaires, il est de l'ordre de 40%, et le même chiffre chez les gens de 60 ans et plus, il est de l'ordre de 20%. Donc question de culture et de génération, enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas été éduqués pareil. Et de formation. Et de formation. Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans les universités et les écoles, de plus en plus de parcours incluent ces notions de RSE et de transition écologique. Parce que j'ai lu un rapport passionnant, cette fois-ci sur les conseils d'administration, qui est confronté, c'est très intéressant, qui fait écho à ce livre blanc, confronté à peu près aux mêmes problématiques. Les administrateurs sont sensibles au sujet, mais ne traitent pas concrètement du sujet. Et par ailleurs, dans cette étude, le climat et la biodiversité sont un peu les enfants pauvres. Question un peu abrupte, le DRH, il a 1000 choses à gérer. Enfin, je ne veux pas défendre les DRH. Il a 1000 choses à gérer. Il a les recrutements, il a ceux qui quittent l'entreprise, il a la relation avec les managers, il a sa relation avec le COMEX. Et on lui demande, en plus, d'avoir une stratégie sur le sujet. C'est quand même compliqué. Enfin, est-ce que vous l'accordez ou pas ? Alors, ou vous dites, non, c'est pas le choix. C'est compliqué, évidemment, mais le travail qu'on a fait dans ce livre, c'est d'essayer de repartir de leur vie à eux. On se fait un petit exercice de prospective pour justement savoir par quel bout prendre le problème. C'est quoi une journée dans la vie d'Arnaud en 2030, DRH de son État ? Et c'est probablement une journée où, quand vous faites passer un entretien d'embauche, là où aujourd'hui j'arrive avec une note d'anglais, un test de personnalité, j'arriverai avec mon empreinte carbone. Et vous me demanderez, la boîte dans laquelle je travaille, c'est quoi son empreinte carbone ? Et de même que je me serais renseigné aujourd'hui sur un nombre de collaborateurs, un chiffre d'affaires, demain c'est l'empreinte carbone. C'est comment on reflète ça dans les bonus des collaborateurs. Demain, vous allez venir me voir en disant c'est super, tu as fait ton chiffre, mais tu as aussi éclaté l'empreinte carbone. Et pas de peau, la moitié de ton bonus, c'était conditionné à des objectifs. Ça, vous soulevez un sujet important de conditionner les primes et les résultats des managers et de tous ceux qui touchent des primes, conditionnés aux résultats écologiques. Mais là, encore une fois, je redis la même chose, au risque de faire le pêcheur tourner en rond. Mais dans les entreprises qui polluent, le manager va vous dire mais comment tu veux que je fasse autrement ? Non, mais il y a d'autres actions. Non, mais je me fais un peu l'avocat du diable, mais... Moi, je trouve que c'est quand même, certes complexe, mais une réelle opportunité d'engagement de ses collaborateurs. Quel citoyen aujourd'hui ne se sent pas concerné par la situation ? Clairement. Et donc, en effet, pour un DRH, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très complexe. On lui demande tellement d'accompagnement, il y a tellement de transformations. Il y a eu la crise récemment. La crise Covid, bien sûr. Qui était terrible pour nos amis DRH, il faut être honnête. Là, il y a une autre transition qui commence. Et c'est vrai que la chance qu'on a par rapport à cet item, c'est que la nouvelle génération est vraiment enchantée par ça. C'est-à-dire qu'elle se sent responsable, impliquée. On le voit dans les écoles, on le voit dans la marque employeur, on le voit dans ce qu'ils recherchent, les questions qu'ils posent. Et donc, je pense qu'un DRH, à partir du moment où il va donner du sens à ça, quelle que soit son activité, même s'il est en effet sur une activité polluante. Oui, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Il y a des entreprises qui sont... Il y a quand même une multitude d'actions pour engager ses collaborateurs vers ce sens-là, parce que de toute façon, c'est vraiment recherché. Mais vous pensez qu'il faut aller encore plus loin, parce que vous faites ce livre blanc donc pour le présenter au plus grand nombre, aux décideurs, aux salariés, à tous ceux qui ont envie de s'engager. Vous pensez qu'il faut encore faire des lois ? J'avais un invité hier, pour ne pas dire le président de la Fédération du bâtiment, qui remettait en question les réglementations 2020 sur les règles environnementales.
et qui dit ces réglementations ont provoqué un surcoût de fabrication et d'organisation d'ailleurs, et que le gouvernement leur a laissé d'ailleurs 6 mois de plus. Vous voyez où je veux en venir ? Espèce de vecteur qui souvent s'oppose entre l'entreprise qui dit mais moi je dois quand même créer de la richesse, et en même temps je dois aussi tenir compte de règles de plus en plus contraignantes. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors là, c'est la position du Lab RH, et je laisserai après Isabelle et Antoine parler. C'est très démocratique. Oui, exactement. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir aider les DRH dans leurs problématiques au quotidien. Le sujet, c'est la guerre des talents, on l'a dit plusieurs fois, attractivité des talents, rétention et engagement des collaborateurs. Leur donner envie de rester. Leur donner envie de rester. Le prisme, alors après, on peut parler de décarbonation, donc du zéro papier, on peut parler des problématiques d'écologie pure environnementale dans le BTP, par exemple, quand on a des chantiers qui sont sous un cagnard ou alors près des ouragans, c'est difficile, il faut mettre des dispositifs. Après, il y a la notion de nouveaux métiers. Et en fait, pour engager des collaborateurs, c'est développer des nouvelles compétences. Et la jeune génération, elle est hyper friande de ça. Elle veut justement découvrir des nouveaux métiers qui aujourd'hui n'existent pas. Ça a été le cas, on parle de transformation les 24 millions d'emplois. Oui, on parlait tout à l'heure de transfo digital, ça a créé de nouveaux emplois, mais de la même façon, cette transition écologique va créer de nouveaux emplois. Et ça, pour le RH, c'est une vraie clé de succès pour remplir ses objectifs. Est-ce que le prochain livre blanc que vous écrirez, c'est les dangers pour l'environnement du digital? Parce qu'il y a déjà aujourd'hui des polémiques qui montent sur évidemment le digital, le streaming, le fait qu'on consomme de la vidéo en streaming, le fait qu'on ait des énormes centres pour aller tirer nos informations, sont aussi des centres qui consomment beaucoup d'électricité, d'énergie. On va revenir à l'âge de pierre, quoi. Alors Alexandre, ça c'est un autre sujet, l'âge de pierre. Alexandre, je sais pas puisque son sujet c'est les RH, mais nous on traite tous les métiers, donc on a déjà un cours sur. C'était à vous qu'il fallait que je pose la question. De la DSI, sauf si tu veux y aller sur Green IT. Green IT, énorme sujet. Non, mais c'est un sujet quand même. L'informatique dans le monde très important. Il faut réduire, il faut coder plus clean, il faut des serveurs. Est-ce qu'il y a des normes dans l'IT? Parce que moi, je suis d'accord avec la question tout à l'heure. Est-ce que dans le bâtiment, il n'y a pas trop de normes et pas assez dans l'IT. Pardon, je veux pas surreprésenter la jeune génération dont je ne suis plus, malheureusement. Mais on a l'impression que c'est une petite folie bureaucratique française, comme si ça nous avait pris comme ça. On a pris des engagements à la COP26 parce que quand même un peu la planète brûle. Donc il y a un moment, le bâtiment, c'est 40% des émissions en France. Le bâtiment, ses opérations, la manière de construire. C'est vrai. On ne peut pas les laisser de côté et dire désolé, ça, il y a beaucoup d'emplois, c'est 40%. Donc il va falloir qu'on y travaille le mieux possible, mais c'est un enjeu majeur. Et l'informatique fait de plus en plus sa part, et on va descendre de plus en plus sur c'est quoi un serveur vert. Mais ils sont, je suis d'accord avec vous, très en retard. On nous vend la révolution numérique comme l'idée que tout sera réglé puisqu'on sera un peu loin, on n'aura plus de papier. Bien sûr que tout n'est pas réglé. C'est évidemment faux. Et nous-mêmes, on n'est pas, en tant qu'individu, tout à fait exempt de tout reproche. Le truc à faire, c'est pas très compliqué. Si vous voulez réduire votre empreinte numérique, en termes de green, c'est de ne pas changer votre iPhone trop souvent. C'est ça. C'est la principale mesure. La consommation, est-ce qu'on envoie trop streamer. Mail? Ouais, un peu le streaming, mais vraiment, si vous hésitez à streamer un peu plus, gardez votre iPhone 6 mois de plus et vous allez compenser des heures de streaming. Je confirme, ça fait des années que je l'ai, donc je suis en règle sur l'iPhone. Concrètement, là, la suite pour ces DRH, parce qu'une fois qu'ils vont avoir reçu ce livre blanc, il y a des associations, il y a la NDRH, il y a toutes les structures de la NDRH qui vont se pencher sur le livre blanc. Ils vont se dire, bon, ok, il y a des conseils pratiques, on change quoi? Les fiches de poste, par exemple? Est-ce que très concrètement, le DRH dit, vous consulte, dit, on change nos fiches de poste. Il faut que dans nos fiches de poste, vous parliez tout à l'heure de l'empreinte carbone, il faut qu'il y ait des éléments plus chiffrés sur... comment on fait là, pour donner un conseil pratique? C'est un exemple, la fiche de poste, en effet, c'est d'indiquer... Antoine parlait tout à l'heure de l'empreinte carbone, ça peut être juste des informations. Ça peut paraître totalement anecdotique, mais un candidat il va se dire, ah, tiens, cette entreprise, elle précise ça, donc il y a déjà un engagement. Donc c'est des choses aussi simples. Mais après, on peut aller plus loin. Le RH peut très bien réfléchir aux problématiques de mobilité de ses collaborateurs. Comment favoriser la mobilité urbaine? Comment peut-être... Ça, c'est très peu développé, si je peux me permettre. Ah ben, c'est pas développé, non? Du tout. Là, je me tourne vers... Ça commence à peine. Ça commence à peine. C'est-à-dire que les RH réfléchissent à se dire, au lieu que tu fasses 2 heures de train, tiens, il y a un tiers-lieu à 800 mètres de chez toi. Et mais c'est quand même un travail, je dirais, de planification, d'organisation, je le redis, qui est assez lourd pour le DRH quand même. Ouais, alors après, il y a des trucs plus simples. Quand on a plein de commerciaux et qu'on leur paye des voitures ou des véhicules de service qui roulent au diesel ou à l'essence, il suffit de passer sur une flotte électrique. Donc il y a des... les commerciaux n'en veulent pas, vous le savez.
pour des raisons qui sont des raisons de recharge et de temps de recharge. Mais sans aller jusqu'à des commerciaux très loin. Vous vivez dans Paris aujourd'hui, ça fait des années qu'on rembourse la moitié de l'abonnement transport en commun. On peut aussi financer du vélo. Du vélo électrique, oui. Ils savent faire. Hein. On rembourse, et ça existe. Hein. On rembourse du pass Navigo depuis 30 ans. On devrait arriver à faire un truc un peu lisse pour le vélo. Juste vous qui avez expertisé le sujet, avec vos fenêtres respectives, vos expertises respectives, pourquoi ça paraît compliqué pour les DRH? Qu'est-ce qui bloque? C'est parce qu'il y a des vecteurs au sein de l'entreprise qui les empêchent de pouvoir développer leur appétence? C'est parce qu'il y a le directeur marketing, le directeur commercial, qu'il y a le dirigeant qui dit attention. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise? Moi, je pense que ça bloque parce que c'est tout nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que là où la transformation digitale, elle venait occuper un domaine qui était inoccupé, c'était tout nouveau, là, il se trouve que la RSE, ça fait 20 ans que ça opère. Et donc, je suis DRH, par exemple, je pense formation de mes collaborateurs à ces enjeux-là. Peut-être que je me dis que ça fait 20 ans qu'on les forme à venir au travail en vélo et amener son Tupperware à la cantine. Et en fait, on est au début d'une vague de transformation dont on prend conscience qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que ça. Et donc, je ne sais pas si ça bloque tant que ça. C'est juste que moi, ça bloque pas. Pour vous, ça bloque pas. Non. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, il y a une volonté. Donc maintenant, il faut prendre le chemin, quoi. Il faut le mettre en œuvre, c'est ça. Oui, c'est la conduite du changement. Oui, c'est la conduite du changement, c'est la mise en œuvre. Il n'y a pas du tout de blocage particulier. Après, les réalités, encore une fois, sont très différentes en fonction des tailles d'entreprise. Je suis d'accord. Et des secteurs, si je m'autorise, encore une fois. Exactement. Mais c'est juste après la mise en œuvre qui peut être un petit peu complexe. Avant de nous quitter, le télétravail, c'est un élément très important. Globalement, tout le monde nous a dit on ne revient plus en arrière parce que les gens s'y sont habitués. Il y a eu des accords d'entreprise, 2 jours, 3 jours, on a hybridé. C'est un élément contributif à une transition écologique. Vous considérez que ce télétravail hybridé est constitutif d'une transition ou pas? Très compliqué. Il y a eu 2-3 études. Je me sens un peu... Rien de très mondial. Non, mais globalement, on peut dire que ça va dans le bon sens parce que les gens se déplacent un peu moins. Mais par exemple, les gens restent vachement plus chez eux. Et qu'est-ce qu'on fait quand on reste chez soi toute la journée? Faut la chauffer. Et en fait, chauffer 10 000 maisons individuelles pour peu qu'on vive un peu à la campagne, ou chauffer ou climatiser, parce que c'est vrai l'été aussi, un immeuble entier, c'est pas tout à fait les mêmes bilans. Donc c'est très compliqué parce qu'il faut faire des bilans avec plein de choses différentes, mais c'est pas clair que ce soit... vous en pensez quoi côté Page, Isabelle? Je suis... Vous le soutenez parce que vous êtes en phase avec les DRH? Oui, je suis 100% alignée. Il y a un mouvement, on ne reviendra jamais en arrière, mais à la fois d'un point de vue environnemental... C'est pas le bilan carbone n'est peut-être pas aussi bon Non, on ne peut pas dire on fait du télétravail. On a vu des voitures qui partaient à la boulangerie et qui bougeaient aussi. Enfin, ça s'est vu aussi dans les études. Les gens se déplacent encore en voiture. Enfin, ils sont pas qu'à vélo. Exactement. Télétravail constitutif, pour faire écho et terminer sur l'esprit de votre livre blanc? Oui, et puis moi, il y a un vrai sujet autour du télétravail et de la transition écologique, c'est le sujet de la santé mentale. Le télétravail a provoqué quand même des dérives en termes de santé mentale des salariés qui étaient chez eux. Et aujourd'hui, la transition écologique, en fait, on commence à avoir cette logique d'éco-anxiété et il y a des salariés qui sont pris par ça. Et donc, il y a des problématiques de santé mentale. Donc, vous nous dites, pour conclure, qu'on est, en tout cas, c'est ce que vous nous dites chez Climate, on est au début d'une nouvelle ère. C'est-à-dire qu'à travers ce livre blanc, on ouvre une nouvelle ère, une nouvelle page. On ouvre une nouvelle ère et je ne voudrais pas qu'on refasse l'erreur qu'on a fait avec le digital d'un point de vue RH, qui était de dire, regardez ces 10 emplois du futur qui n'existent pas. Créateurs d'expériences virtuelles. On l'entend un peu quand même là. Eh bien, ils existent, c'est super, mais il y en a combien en France? En attendant, il y a des comptables qui sont restés comptables, des marketeurs qui sont restés marketeurs, et ces gens-là, le digital a changé leur job. Donc je crois que si on veut prendre le problème par là où c'est en train de bouger, c'est pas tant les nouveaux métiers green, c'est super, il y a des patrons climat biodiversité dans des boîtes, ça représente quelques jobs. Le sujet, c'est comment les comptables, les marketeurs, les financiers, les juristes intègrent la dimension environnementale à leur travail. Les nouvelles compétences. Oui, pas des métiers intégralement green, mais transversales à l'ensemble des métiers et des DRH. Les passerelles de compétences et cette fameuse transition sociale qui permettra la transition écologique. Donc vous dites social, donc responsabilité sociétale ou sociale, vous dites sociale et vous dites environnemental. J'aurais bien aimé mettre le E pour environnemental. Mais c'est un vrai sujet que vous lancez sur le sigle des RSE. Il y a un autre sigle qui s'appelle ESG, ESG. social. Oui, sauf que vous le savez très bien, l'ESG, on l'utilise surtout dans les métiers de la finance. C'est plus ça, RSE plutôt dans l'entreprise traditionnelle. À l'origine, oui. À l'origine, c'est plutôt ça. Un dernier mot? Oui, un dernier mot. Si vous m'avez pas posé la question tout à l'heure, je ne vous ai pas répondu. Il y aura un rapport de prospective qui sera livré en novembre 2022, toujours avec la Climate School d'AXA, toujours avec Page Group, le lab RH bien évidemment,
mais aussi on va inclure le groupe Renault, on parlait beaucoup d'industrie, donc le groupe Renault... Les batteries dans le Nord, là, en construction. Batteries, et puis après le process de fabrication, et puis on fabrique des voitures. Et le recyclage, par ailleurs. Voilà, le recyclage. Et le recyclage. Et un laboratoire de recherche également, puisqu'il faut impliquer dans une logique de prospective les laboratoires de recherche. Le livre blanc sur justement cette transition écologique à destination notamment de notre public, des DRH, mais pas seulement, vous le disiez, à tous ceux qui s'intéressent au sujet dans l'entreprise, que ce soit du PDG jusqu'aux collaborateurs, parce que ça concerne tout le monde. Merci Antoine Poincaré pour votre passion. Merci. Vice-président de la Climate School d'AXA. Isabelle Bastide, merci, présidente de Page Group. Et Alexandre Stourbe, directeur général du Lab RH, qui n'est pas un think tank, mais non, c'est pas un think tank. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, qui en a fait focus aujourd'hui sur la situation des étudiants. On en avait beaucoup parlé pendant la crise Covid. État des lieux, justement, des étudiants, des jobs étudiants en 2022. C'est dans Fenêtre sur l'emploi. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On a beaucoup parlé dans Smart Job pendant la crise Covid, elle a été très longue, de la situation des étudiants et évidemment des jobs étudiants. C'était une galère sans nom, avec notamment des étudiants, vous vous en souvenez, qui avaient été nourris par des colis. Certains étaient vraiment dans des situations de précarité importantes et on en avait parlé à l'époque avec Auriel Darmon. Bonjour Auriel, merci de nous rendre visite. C'est l'occasion à la fois de faire un bilan et de la prospective. Président de Student Pop. Student Pop, vous savez, je ne l'ai pas encore, ça va venir. Et Student Pop avait cofondé, on s'en souvient, et vous étiez d'ailleurs venu, une de vos collaboratrices, était venue nous parler du beurre dans les épinards, qui était une chaîne de solidarité pour aider les étudiants les plus précaires. D'abord, un petit mot sur le bilan. À l'époque, vous étiez résilient, vous disiez on s'accroche. Bon, enfin, c'était une situation extrêmement difficile, tant pour les étudiants que pour les entreprises qui les accompagnaient, il faut le dire. Exactement. C'était difficile pour les étudiants et c'est de là qu'est né du beurre dans leurs épinards. Mais au-delà de ça, pour nous en tant qu'entreprise, avec 70 employés, tout d'un coup on a vu tout notre business s'effondrer. Ça a challengé toutes les entreprises, le télétravail. On était une entreprise très jeune qui a l'habitude de se retrouver, de faire la fête et tout ça. Tout d'un coup il n'y a plus de business, plus de cohésion d'entreprise. Donc en tant qu'entreprise, on a souffert. Pour les étudiants, ça a été douloureux. Et on attendait un peu un renouveau, et il y a eu 2 renouveaux. Il y a eu la première chose pour les étudiants, il y a eu les tests PCR pour les étudiants en médecine. Alors ça a été une opportunité. Dans le désarroi, il y a eu beaucoup de boulot pour les étudiants infirmiers en médecine. Ça a fait des petits jobs dans les centres d'accueil. Des conditions difficiles, mais des jobs très très bien payés. Donc ça, c'était assez positif. Mais fatigant quand même. Ouais, fatigant. Centre de c'est vaccination. La pression, c'est douloureux. Ouais. On l'a tous vécu. Et depuis, une très bonne reprise du job étudiant. La perspective est bonne. Les traces ont été effacées de cette crise Covid. Vous avez encore des étudiants qui vous disent j'ai du mal à réenclencher, pas uniquement parce qu'ils ne trouvent pas de job, mais parce que cette situation les a vraiment ébranlés presque psychologiquement. On parlait de détresse psychologique. Ah oui. En fait, on s'est posé la question à la fin du dernier confinement de continuer notre association. Et en fait, il y avait tellement de besoins qu'on s'est dit il faut qu'on continue. Donc en fait, on a des employés maintenant dans l'association. On distribue des colis toutes les semaines. Et en fait, c'est une nécessité parce que déjà les étudiants, souvent, ils mettent de l'argent pendant l'été pour tenir toute l'année. L'été dernier, c'était encore la cata. Et ensuite, il y a une vraie détresse psychologique. Et c'est vrai que quand on aide les étudiants, on leur apporte aussi un soutien psychologique. Et de voir qu'il y a du monde qui se mobilise pour eux, c'est encore très important. Vous avez été, je dirais, ébranlé sur le plan de vos effectifs. Vous avez dû, reconfigurer l'entreprise ou vous avez gardé vos effectifs? Parce qu'une crise pareille, c'est le rideau qui se tire d'un coup, quoi. Comme je vous disais, on a été ébranlé parce que quand on est une jeune entreprise, une start-up qui se développe rapidement, pour les employés, c'est l'effervescence. On est 15 d'une année, l'autre on est 30, on a des beaux locaux, et tout d'un coup, tout s'effondre. Donc ça a été très dur. C'est un choc psychologique quand ça va si vite. Ouais. Alors on a de la chance, on est en France, on en a bien conscience, on a eu des aides, on a eu le chômage technique qui nous a
énormément aidé à passer cette période, mais on en a eu certaines conséquences psychologiques parce que ça a été vraiment, on a pris sur nous, ça a été très dur, et de travailler à distance quand ça va mal, tout d'un coup, tous les problèmes s'amplifient quand on est tout seul devant son ordinateur. Donc je pense que tout le monde l'a vécu, mais nous particulièrement. Alors là, Auriel, année 2022, quels sont les secteurs, c'est intéressant pour ceux qui nous regardent, les secteurs où vous dites ça repart à fond? C'est quoi? C'est la grande distribution? C'est les jobs, je dirais, dans les fast-foods? C'est quoi? Alors, il y a l'hôtellerie-restauration. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période, il y a aussi eu, on en a parlé, des grandes désertions. Des personnes qui se sont rendues compte que les jobs avec des horaires décalés, ça leur plaisait plus. Sauf que les étudiants, ils aiment bien ces jobs avec des horaires décalés parce que la semaine, ils doivent réussir leurs études. Et du coup, on a vu une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises qui se disent, avant, j'ai compté sur des serveurs très expérimentés, là, je vais donner la possibilité à des jeunes de rentrer. De vous à moi, ils n'avaient pas le choix. Oui, voilà. Non, mais ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire qu'avant, ils ne prenaient pas les étudiants, et puis tout d'un coup, les étudiants, ils ont dû les prendre. Ce qui était pour eux une fenêtre d'opportunité intéressante. Complètement. Il y a eu une autre opportunité, c'est qu'on a eu beaucoup de secteurs où l'activité a repris. En revanche, il y a toujours des cas contacts, des cas Covid, et donc tout d'un coup, on se retrouve à avoir des besoins de renfort, et heureusement que les étudiants sont là. Donc en fait, il y a eu des opportunités pour des entreprises à se dire, tiens, et si je faisais confiance à un étudiant? Et en fait, les étudiants, on se rend compte que c'est une ressource de folie, parce que les étudiants, ils ont soif d'apprendre. Donc quand ils arrivent, ils découvrent, ils n'ont pas cette lassitude qu'on peut avoir quand on fait un travail pénible pendant des années, et donc en fait, on a beaucoup d'entreprises qui se sont dit, tentons l'expérience étudiante. Les campagnes présidentielles et les campagnes électorales, c'est souvent aussi des espaces qui proposent des jobs étudiants ou des jobs. Alors, vous avez des propositions? Non, on a eu quelques propositions, mais on se dit, est-ce que c'est notre travail que de distribuer des prospectus? C'est ça, boiter, le fameux boitage. Oui, on ne fait pas ça. Vous ne faites pas le boitage? Non, en fait, c'est décider de prendre parti, c'est compliqué. C'est un choix stratégique. C'est un choix stratégique qu'on a fait. Par rapport au job que vous proposez aux étudiants. Tout à fait, exactement. Un mot sur le contrat engagement jeune, parce que c'est notre partenaire dans l'émission. Comment vous implémentez? Parce qu'on sait que c'est une plateforme qui met en relation l'offre et la demande. Comment vous vous placez, vous, par rapport à ça? On loue le fait qu'il y ait quelques initiatives du gouvernement et quelques initiatives dans les campagnes actuelles pour les étudiants. Donc là, on voit une initiative qui est bonne, qui est faite pour les personnes qui sont jeunes, mais qui sont pas en études. Donc ça touche pas trop nos étudiants. C'est ça. Donc nous, on attend toujours une proposition pour le job étudiant, pour simplifier un peu la vie des étudiants sur leur job étudiant. En revanche, cette initiative me paraît pertinente, c'est de se dire il faut mettre le pied à l'étrier. Ça me paraît une très bonne chose. Avant de nous quitter, Student Pop prend tout en charge. Quand un jeune va s'inscrire chez vous, il se met en relation. Comment ça marche? Alors nous, ce qu'on va essayer... Donnez-nous envie d'aller nous cliquer. Moi, je suis plus étudiant, je suis franc. Un étudiant, ce qu'il va apprécier chez Student Pop, c'est qu'il va rentrer quelques informations. On va lui dire de venir dans un rendez-vous pour savoir qui il est. Ça va durer 15 minutes. Pendant ce rendez-vous, on va le mettre à l'aise. Il va être face à un jeune qui va le faire parler, qui sait qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui va sentir ses soft skills. Et une fois qu'on le sent, on va lui dire, vas-y, on teste tel et tel boulot. Et ce qui est très sympa avec Student Pop, c'est qu'on reçoit sur son application des proposition de mission, et comme il y a eu ce petit rendez-vous, on sait que la personne normalement elle est capable de faire ce boulot. Donc c'est pas je repostule à des boulots 15 fois et j'espère être pris, c'est si j'accepte, je fais ma mission. Parce qu'il y a une présélection un tout petit peu en amont, exactement. Évidemment. Merci Auriel Darmon d'être venu nous voir, avec un peu d'espoir, c'est intéressant, parce qu'on avait fait quand même pendant un an des émissions sur des étudiants. Là, vous nous dites ça repart, et les jobs, normalement, cet été, seront pourvus, parce qu'il y a eu un vrai débat sur les 2 mois d'été, qui sont quand même des éléments financiers importants pour les étudiants. Et merci de mettre le focus sur les étudiants, ils en ont bien besoin. Ils en ont besoin. Merci Auriel Darmon, Student Pop. Vous en êtes le président, et puis du beurre dans leurs épinards, et non pas dans les épinards. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à toute l'équipe, merci à Kenny pour la réalisation de cette émission, merci à Héloïse pour le son, merci à Fanny Griesmer qui m'accompagne, et merci à Carla pour l'accueil invité. C'est toujours un plaisir de partager cette émission avec vous. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.